Le gouvernement fédéral allemand et la plupart des médias répètent sur tous les tons que les énergies renouvelables sont les anges gardiens du climat. Au lieu d'un débat public, les gens sont plongés dans la panique et dans l'angoisse existentielle avec toujours plus de mauvaises nouvelles et de nouvelles lois, et les politiciens concernés se révèlent être les bénéficiaires de la prétendue crise. Mais qu'en est-il réellement de l'urgence climatique, de l'effet de serre et de la panique liée au CO2 ? L'architecte Konrad Fischer, aujourd'hui décédé, défend une toute autre vision de la politique climatique. Sa contre-voix ne prétend pas détenir la vérité, mais doit inciter à poursuivre les recherches. Cela signifie que si nous commençons à nous pencher sur les choses uniquement d'un point de vue scientifique et que nous n'y avons aucun intérêt, c'est-à-dire que nous n'avons plus de puits de pétrole, ni peut-être notre propre centrale nucléaire ou quelque chose du genre. Si nous abordons les choses à partir de la véritable science brute, et si nous avons le courage de nous servir de notre propre intelligence, comme Kant l'a demandé, lui, un des grands de la philosophie d'Europe centrale. C'est le principe de l'investigation. Ose te servir de ta propre intelligence. Je crois que nous devrions suivre ce message une fois pour toutes, et des empires de fiefs bâtis sur des mensonges s'effondreraient. C'est à peu près mon objectif. Je ne suis pas un je sais tout. Personne ne peut tout savoir et demain, une nouvelle idée peut tout bouleverser. Mais si nous nous fions uniquement au message propagandiste de ce que le bon gouvernement a imaginé pour nous, nous ne parviendrons certainement pas à construire les meilleures baraques pour nos clients. Je tiens à le dire ainsi. Mais là aussi, je mets une limite. Il y a certainement des situations, je pense par exemple au fermier américain qui doit aller chercher son eau dans le sol et qui a une éolienne qui lui pompe son eau, je trouve ça bien. Ou la station solaire qui génère l'électricité pour l'appel d'urgence sur l'autoroute grâce au photovoltaïque et qui permet d'économiser 5 km de câbles. Elle a une batterie et grâce à l'énergie solaire, l'appel d'urgence fonctionne. Mais ce n'est pas une solution pour l'approvisionnement de base ou complémentaire pour notre société, avec une consommation d'énergie à laquelle non seulement nous nous sommes habitués, mais qui est vitale. Autant commencer à se chauffer avec du fumier de chameau importé, c'est à mon avis du même niveau. Quand nous voyons des dizaines de milliers d'animaux allemands qui ont déjà péri dans des étables équipées de panneaux photovoltaïques en raison de l'insuffisance de cette technique, les panneaux ont tendance à s'enflammer spontanément, mais ce n'est pas très connu non plus. Quand nous voyons la quantité d'énergie nécessaire à la production d'une éolienne, l'accent étant focalisé sur l'acier, toute une vie ne suffit pas pour récupérer l'énergie qui y est alors injectée. Si nous obligions ces industries à se générer à partir de l'électricité qu'elles produisent elles-mêmes, ce serait immédiatement fini. C'est tout simplement impossible. Il s'agit donc d'un processus typique d'économie planifiée où l'on provoque un changement sur le marché par le biais de substances et de contraintes au détriment des masses et au profit de quelques arnaqueurs. Et cette technique n'a aucun avantage. Elle n'apporte pas une énergie sûre. La nuit, il n'y a pas de soleil et le vent souffle comme il veut, mais pas quand le consommateur en a besoin. Et puis, si la nuit, il n'y a pas de vent, c'est terminé. Et quand on voit le nombre de litres de pétrole qu'ils y mettent, je crois que c'est 1 litre de pétrole brut, il faut qu'ils produisent 0,6 mètres cubes ou litres de biogaz équivalent. C'est donc également un bilan négatif. Et avec cette folie, c'est tout le paysage qui est défiguré. Les agriculteurs sont poussés à la folie et à un endettement énorme, sans oublier que de temps en temps, des installations de biogaz explosent. Il s'agit de l'illusion typique d'une économie planifiée qui n'apporte aucune solution aux problèmes énergétiques. Oui, là où le colza et la nourriture sont finalement transformés en électricité ou transformés en gaz et ensuite utilisés comme approvisionnement en gaz, il faut les enrichir en gaz naturel, car cela n'apporte pas du tout la qualité. Toute cette camelote.
Et imaginez un peu combien de fois l'agriculteur doit passer dans son champ de colza avec son tracteur jusqu'à ce qu'il ait filtré son biogaz. Cela n'est possible que grâce aux subventions. Et ça, c'est terrible. Quant à la question de l'énergie, deux choses sont décisives, la disponibilité et la densité énergétique. Cela signifie que si je prends 1 kg d'uranium, ce qui pour commencer est l'exemple le plus provocateur, je peux en tirer autant d'énergie que, je ne sais pas le chiffre par cœur, mais c'est à peu près l'échelle que de 80 000 tonnes de pétrole. Imaginez, 1 kg contre 80 000 tonnes, et la dimension qu'apporte une énergie renouvelable, quelle qu'elle soit, c'est tellement absurde par rapport à ce qu'on attend d'un approvisionnement en énergie dans un pays industrialisé comme le nôtre. C'est, à mon avis, je dois le dire, tout simplement de la maladie mentale. Pourquoi fait-on une chose pareille? Le lobby du nucléaire essaye de faire baisser le prix du pétrole. C'est évident, c'est la concurrence. L'énergie nucléaire est en soi une énergie super bon marché. Les déchets peuvent avec peu d'efforts être modifiés par transmutation en substances parfaitement inoffensives. Tout ça ne se fait pas car ça coûte un peu plus cher. Les déchets ne sont donc pas un problème non plus. Si en plus on peut en extraire de l'énergie par transmutation, il est possible de les transformer en substances totalement inoffensives. Cela aussi, c'est l'art de la technologie nucléaire. J'ai moi-même fréquenté un lycée scientifique et j'ai aussi fait de la physique nucléaire et j'ai passé mon baccalauréat en physique. Je m'étais donc naturellement intéressé à cette technique de transmutation qui me semble être la bonne solution. Mais personne n'en sait rien en Allemagne. C'est un sujet bien singulier. Ainsi, le problème des déchets nucléaires reste insoluble et sert d'argument. Mais le problème de l'industrie nucléaire est cette peur du nucléaire générée par la partie adverse et qui s'impose aussi d'elle-même. Ceux qui ont vu les bombes atomiques exploser sur les Japonais ont en eux une peur primaire, pour ainsi dire, qui est clairement liée à ce désastre et tout ce qui y est lié, qui engendre une crainte énorme, et cette crainte est habilement exploitée de manière professionnelle par les concurrents. L'industrie nucléaire s'y oppose maintenant avec l'arnaque du CO2, c'est-à-dire qu'elle réfléchit aux moyens possibles pour neutraliser ses concurrents. La principale différence entre l'énergie nucléaire et les énergies fossiles entre guillemets est que les énergies fossiles sont prétendument limitées et émettent du CO2 lors de leur combustion. Maintenant, on affirme astucieusement que le CO2 serait un problème. Mais dans ce cas, tout le monde est un problème. Car ce que j'expire, je ne sais pas combien de tonnes de CO2 ça représente à ce jour. Et le CO2 est un nutriment pour les plantes. Il n'a aucun caractère toxique. Sauf si on se noie dans un puits de CO2, car le CO2 est bien plus lourd que l'air. Et tous ceux qui ont affaire à des caves ou des silos de fermentation connaissent ce danger, à savoir qu'on peut se noyer dans du CO2, invisible et inodore. Venons-en maintenant au lobby nucléaire et ses alliés météorologues qui ont imaginé que le CO2 était capable de modifier le climat. En d'autres termes, ce serait précisément le CO2 émis par l'homme qui provoquerait le changement climatique avec la combustion. Une folie absolue, car si on imagine ne serait-ce que les faits physiques les plus simples, par exemple la quantité de CO2 dans l'air, on obtient 0,038%. C'est une quantité pratiquement indétectable, cela représente 3 particules sur 10 000 molécules d'air. Il est donc quasiment inexistant. Et si nous nous demandons quelle part de ces 0,038% est imputable à l'homme, il suffit de consulter l'Office fédéral allemand de l'environnement pour constater qu'il s'agit de 1,2% de ces 0,038%, une quantité tellement minime qu'elle dépasse toute imagination. Et ce serait elle, la responsable du réchauffement du globe. Et maintenant, on prétend encore que ce CO2 formerait un écran là-haut sur lequel le rayonnement thermique émis par la Terre se réfracte, pour ainsi dire, se réfléchit et se réverbère et renvoie la chaleur ici-bas. Une folie totale pour 2 raisons. Premièrement, le CO2 est si lourd qu'il n'existe pas du tout de CO2 là-haut, à ces 6 km d'altitude environ.
Déjà qu'il y en a peu de toute façon, mais là-haut, il n'y a rien du tout. Je ne connais aucune mesure de CO2 là-haut. C'est simplement hypothétique, car c'est un composant de l'air. Tout le monde sait que l'air a un poids de 29 et que le CO2, avec son poids de 44, se trouve en bas. Il n'a rien à faire là-haut. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir fragen, wie kalt ist es da oben? Et si nous nous demandons s'il fait froid là-haut, nous avons entendu tout à l'heure qu'il faisait moins 70 degrés là-haut. Et maintenant, ils prétendent qu'une couche à moins 70 degrés pourrait réchauffer la Terre. Comme si un radiateur froid pouvait chauffer une pièce. C'est tellement absurde que ça va à l'encontre de tout principe de physique. Le problème, c'est que personne ne s'y connaît. Si bien que la politique et les scientifiques qui lui sont alliés peuvent nous vendre les contes les plus absurdes comme vérité avec l'aide du journal Bild et d'autres médias, presque tous les autres. Et je dis, si nous revenons maintenant au thème de l'énergie, ni la nocivité de l'énergie fossile, ni celle des déchets nucléaires n'ont pu être démontrées. Nous avons pu constater le danger d'une explosion nucléaire à Fukushima. Si je vous demande combien de personnes y ont perdu la vie, alors c'est un zéro absolu. Personne n'y a perdu la vie. Et quand vous voyez les exigences qu'une cure au radon doit remplir pour être reconnue comme centre de soins, il s'y trouve une telle quantité de rayonnement radioactif, vous n'en trouverez jamais autant de toute votre vie. Cela signifie qu'encore une fois, on construit autour de la notion du rayonnement une chimère qui, là encore, défie toute description. Strahlung aufgebaut, der auch wiederum jeder Beschreibung spottet.